À toutes, voici, on enchaîne avec la vidéo suivante, le Big Bounce, la création, ou l'ancien Big Bang. Avant tout, je vous tiens informé un petit peu sur les démarches. J'ai envoyé la TOE à une cinquantaine de scientifiques, des astrophysiciens. Vous voyez ici à l'écran les noms et les prénoms des scientifiques. C'est des astrophysiciens à Montpellier, à Paris, des physiciens. Donc voilà une cinquantaine à qui j'ai envoyé la TOE, le PDF en pièce jointe pour une relecture, un peer review, et que je puisse le publier sur Arxiv pour qu'il soit étudié par les scientifiques, parce que Arxiv, c'est une base de données où tous les scientifiques, vous avez là sur Arxiv tous les documents scientifiques, c'est-à-dire le public ne peut pas y accéder, ne peut pas publier des documents sur Arxiv. C'est une base de données, c'est un site de publication uniquement réservé aux scientifiques. Donc, personne ne peut, en fait, le public lambda ne peut pas publier directement. Il faut que la publication soit vue par les pairs, vue par d'autres scientifiques qu'ils ont déjà publié sur Arxiv. Et une fois que, pour ne pas raconter des salades, et une fois que le document, la théorie, elle est vue et revue par les pairs, par les scientifiques, qu'ils ont déjà publié sur Arxiv, et bien à ce moment-là, ils peuvent parrainer, c'est une sorte de parrainage, et je peux publier sur la TOE sur Arxiv. Donc j'ai envoyé à une cinquantaine de scientifiques, astrophysiciens, physiciens des particules, cosmologues. J'attends maintenant la réponse. Voilà, vous voyez ici la liste. Maintenant, on va passer, je vais vous montrer, voilà à quoi ça ressemble, la structure de la TOE. Donc ici, vous avez, en résumé, 5 millions de sciences depuis l'Égypte, depuis l'ancien Égypte, Babylone, Moyen-Âge, les sciences, il y a 200, 300 ans jusqu'à aujourd'hui. Voilà, se résume ici 5 millions de sciences à ce schéma. C'est un schéma bien entendu simplifié. Je ne peux pas tout mettre dans ce schéma. Mais voilà, ça donne une idée de la structure de la TOE. Donc, le cœur de la TOE, c'est le Langragien ici. On va y revenir. Ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est ici le Big Bounce, l'éther, les particules, comment elles sont construites, quelle est la réalité des particules élémentaires. Donc voilà. Donc ça va être et simplifié et compliqué en même temps. Donc certes, si on voit ici le schéma, donc on démarre avec ce Big Bounce qui est presque vers la fin de la TOE, mais on démarre les explications scientifiques à partir d'un ordre chronologique, d'un ordre de la création, comment l'univers est né, et ainsi de suite. Et puis on va arriver à la gravité, les forces fortes, faibles, électromagnétisme, etc., etc. Donc, il y a une grande question qui se pose par le public, si l'éther existe, puisque le cœur de la TOE, le pilier de la TOE, c'est l'éther. C'est, ou dites le néo-éther, puisque c'est une version, en fait, c'est une description beaucoup plus complexe de l'éther qui a été pensé par les scientifiques d'avant, Huygens, Newton, Lorentz,
Maxwell, Aristote, encore beaucoup plus loin, Aristote, hein, c'est un éther beaucoup plus complexe que ça. Ce qu'il faut comprendre, hein, la grande question est, est-ce que ce éther existe ou pas? Ou c'est juste une création de l'esprit, c'est une création mathématique et il n'a aucune réalité physique, hein? C'est la grande question. Est-ce qu'on peut le voir ou le toucher? Comment ça se passe, hein? Comment on peut constater l'existence de ce éther, ce néo-éther? Ce que j'identifie dans la Toé, l'éther, le néo-éther, il s'agit de ce que les astrophysiciens et les physiciens appellent aujourd'hui la matière noire ou la matière sombre, hein, ou l'énergie sombre. Ici, voilà une vidéo de Françoise Combe, astrophysicien. Donc les atomes, on va les appeler baryons dans le reste de l'exposé. Et donc, toutes ces quantités nous sont données par cette expérience. C'est vraiment très très riche. Donc on a déterminé que le contenu de l'univers, alors voici le résultat, le contenu de l'univers était fait de baryons à 5% seulement, de matières noires qui ne sont pas du tout des atomes, mais quelque chose d'exotique, qui n'interagissent pas avec les photons. On va voir pourquoi. Donc invisible et aucune interaction avec le rayonnement. Et puis cette énergie noire dont je parlais, qui est là pour représenter le fait que l'expansion est accélérée et dont on ne sait absolument rien du tout, sauf que ça peut être une constante cosmologique qui avait été introduite par Einstein dans ses équations, mais qui, jusqu'à l'an 2000, elle était supposée nulle par le rasoir d'Occam. Alors, ici, la fraction, le contenu de l'univers va pour aujourd'hui, à redshift 0. Pourquoi c'est différent à chaque époque de l'univers? C'est que la densité de l'univers, la densité de matière, va décroître comme l'inverse du volume. Hein, on sait que la densité, c'est la masse sur le volume. La masse d'atomes est constante pour un volume donné. Donc si la taille caractéristique de l'univers va s'étaler avec R qui croît en fonction du temps, la densité va diminuer comme 1 sur R3. Hein, c'est l'inverse du volume. Il y en a d'autres sur Internet, vous pouvez trouver, il y a plein, des dizaines, des centaines de vidéos où ça parle de matière noire, énergie noire. Donc, il faut comprendre l'univers, il est composé aujourd'hui, hein, selon la science, il est composé de 5% de matière visible, matière baryonique, 5% seulement. Donc la matière visible, la matière baryonique, c'est nous, hein, c'est les atomes, c'est les galaxies, la matière inerte, la matière végétale, ainsi de suite. Hein. Donc les molécules, les atomes, tout ceci, ça s'appelle de la matière visible. Et 95% d'une matière inconnue. Donc ce 95%, il est partagé en 27%, 26% de matière noire et le reste, c'est de l'énergie sombre. Quoi qu'il en soit, 95% de l'univers, c'est composé de cette matière noire, cette matière énergie mixte, hein, 95% de cette matière énergie noire invisible, indétectable. Voilà l'état de lieu aujourd'hui. Et donc, certains physiciens, pas beaucoup, hein, certains physiciens disent que cette matière noire, cette énergie noire n'existe pas. Donc moi, j'identifie l'éther comme cette matière invisible. En fait, non pas invisible, puisque invisible, ça ne veut rien dire. Hein, elle n'est pas visible ni touchable, mais je dirais précisément transparente. Okay? La matière noire, cette énergie noire, je l'identifie avec l'éther. Ça s'appelle la matière transparente, ici. Donc, vous avez certains scientifiques, par exemple Jean-Marc Bonnet-Bidot, qui dit que cette matière noire n'existe pas, elle est complètement fantomatique. Elle existe dans la tête et dans les équations des astrophysiciens. Mais on n'a trouvé aucune trace de cette matière noire, énergie noire.
Donc Jean-Marc Bonnet-Bidot, il dit ceci, voilà, écoutez la vidéo. En rajoutant des paramètres qui n'existaient pas, enfin, au départ. C'est d'ailleurs le premier exemple que nous a donné Einstein, puisque lui-même l'a fait en rajoutant un terme dans son équation. Et en faisant ça, on a mis le doigt dans un engrenage infernal, parce que chaque paramètre qu'on a rajouté déséquilibrait encore plus le modèle, le scénario, et à ce moment-là, il a fallu compenser par d'autres choses. Alors, je pourrais effectivement, si vous le souhaitez, expliquer un peu comment ça s'est passé, mais c'est vrai que c'est ce scénario de plus en plus, qui était en fait une espèce d'esquisse un peu simple, qui a été donné et qui avait la valeur de la simplicité, est devenu ce qu'on appelle vulgairement une usine à gaz, c'est-à-dire des choses, effectivement, on est obligé de rajouter, et là c'est important, parce que pour un physicien comme moi, c'est que la physique doit se confronter au réel. Si on invente des quantités qui n'existent pas, là, on s'écarte totalement du domaine de la physique, puisqu'on décrit quelque chose qui est fantomatique. Toutes les deux conceptions majeures du modèle du Big Bang à l'heure actuelle, qu'on appelle la matière noire et l'énergie noire, sont complètement fantomatiques. Elles n'existent que dans l'idée et dans les équations des astrophysiciens. Mais on n'a trouvé aucune trace directe de la matière noire et de l'énergie noire. Oui, on va y revenir. Oui, oui. Françoise Combe, elle a déjà fait une centaine, et d'autres astrophysiciens et physiciens, ils ont déjà fait une centaine de vidéos et des conférences sur la matière noire. Donc, vous avez compris, matière noire, moi j'identifie matière noire et énergie sombre comme l'éther, le néo-éther, et le 5% de l'univers, l'univers visible, c'est la matière visible, la matière baryonique, les atomes, molécules, etc. Vous avez aussi Jean-Pierre Petit, avec son modèle Janus, qui dit aussi, il propose un modèle Janus, donc sur Jean-Pierre Petit, ça sera peut-être la vidéo prochaine, après celui-là, mais il y aura une vidéo spéciale concernant le modèle Janus, parce que le modèle Janus, il est complètement faux, il est complètement erroné. C'est un modèle spéculatif, on n'est plus dans la science avec ce modèle, mais j'y reviendrai dans une vidéo où je fais une comparaison de la TOE KGG avec le modèle Janus. Donc ça va être bien détaillé, vous allez comprendre comment ce modèle il est complètement erroné, complètement hors de science, quoi. Et donc Jean-Pierre Petit, il dit, Jean-Pierre Petit, ce n'est pas une monsieur lambda, c'est un astrophysicien, un physicien de formation. Donc, Jean-Pierre Petit dit que cette matière, elle n'existe pas, cette matière noire, cette énergie sombre n'existe pas. Je vous mets la vidéo. Je vais vous dire la chose suivante, c'est que entre cette matière noire, cette énergie noire et les trous noirs, ça ne fait pas partie de la matière noire, vous voyez. Simplement, ces trois-là font partie d'une chose, c'est la science noire. On est dans une dark science, vous voyez. Il y a Dark Vador, non mais c'est extraordinaire. Vous savez, je vais vous montrer ça. Oh non, j'ai un masque de Dark Vador qui est assez rigolo quand j'avais acheté ce truc-là. Et c'est vraiment la dark science. On a envie de sortir ces phrases-là avec une voix caverneuse comme ça. C'est fou, le dark science. Alors, à qui on me met de la matière sombre, on me met de l'énergie noire, on me met des trous noirs. Qu'est-ce qu'on va trouver? Ah si, vous savez, il y a les photons noirs, il y a les électrons noirs, il y a n'importe quoi, la biologie noire, la dark biologie, n'importe quoi, tout ce qui est dark. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Mais c'est fou. C'est tout ce qu'on n'explique pas, en fait. C'est tout ce qui est obscur. C'est ce qui est obscur, ce qui est... On sombre dans l'obscurité. Alors, la matière sombre, ils savent pas ce que c'est. L'énergie noire, ils savent pas ce que c'est. Les trous noirs, on ne peut pas les toucher. C'est formidable, quoi. Donc, vous parliez de l'accélération de l'univers. Alors, comment ces choses-là sont intervenues? La matière noire s'est apparue à la fin des années 70. On s'est aperçu que les galaxies tournaient trop vite. Donc, il manquait de la masse pour les contenir, pour les garder. Ah, on a inventé la matière noire. Première chose. Mais après, en 2011, c'est-à-dire beaucoup plus tard, on découvre que l'univers a une expansion qui s'accélère. Ah, crac,
on invente l'énergie noire. Puis alors les trous noirs, c'est une réponse, c'est une façon de répondre quand on ne sait pas quoi répondre. Par exemple, les quasars, qu'est-ce que c'est? C'est des trous noirs. Et puis les objets au centre des galaxies, c'est des trous noirs. C'est fou. Donc il faut absolument que quelqu'un se décide à casser le joujou. Hein. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'on vous abrutit d'images. Vous avez vu, les trous noirs existent, j'en ai vu. Il y a même Luminet qui nous dit, mais on va rentrer à l'intérieur. Regardez qu'est-ce qui se passe quand on rentre à l'intérieur d'un trou noir. Le modèle Janus non seulement explique la non-observation d'antimatière primordiale en donnant corps aux idées de Sakharov, mais fournit une description complète des composants invisibles auxquels nous donnons fallacieusement les noms de matière sombre et d'énergie noire. Ces deux mots recouvrent en fait une seule et même entité de l'antimatière de masse négative, invisible, dont les composants sont des antiprotons, des antineutrons et des antiélectrons de masse. Où est-ce qu'on peut voir cette matière noire? Est-ce qu'il y a une réalité physique? Est-ce qu'elle existe vraiment, cette matière? Alors ici, donc, voilà en résumé l'état de lieu, pour faire simple. Hein. Donc Jean-Pierre Petit dit, et Jean-Marc Bonnet-Bidot disent que cette énergie noire, matière noire, n'existe pas. François Combe et tous les autres, et beaucoup, hein, je ne sais pas les pourcentages de tout cela, hein, combien de pourcents ils sont d'accord qu'elle existe, et combien ne sont pas d'accord qu'elle n'existe pas, ainsi de suite. Hein. Donc voilà les groupes aujourd'hui, hein, parce que c'est un sujet scientifique qui est étudié aujourd'hui partout dans le monde, aux États-Unis, au Japon, en Chine, partout, hein, en Europe, hein, dans le domaine d'astrophysique, de la cosmologie et de la physique des particules. C'est un sujet aujourd'hui actuel très important depuis les années 70, hein, voire encore plus tôt, avec Zwicky qui a commencé à faire des calculs et Vera Rubin. Et l'autre groupe prétend que cette matière n'existe pas. Maintenant, comment on peut trancher là-dessus? Eh bien, ici, regardez, j'ai imprimé quelques galaxies. Hein. Donc, j'ai pris les photos des galaxies, je les ai imprimées. C'est une analogie pour comprendre un petit peu la matière noire, l'éther, le néo-éther. Donc, je ne vais plus parler de matière noire ou énergie sombre. Donc, je ne vais plus parler avec ce terme-là, je vais parler avec le terme éther ou néo-éther. Quand je dis éther, il faut bien comprendre qu'il s'agit du néo-éther. Hein, on est bien d'accord? Je ne parle plus de l'éther classique, de l'ancien éther d'Aristote, de Newton, Huygens, Lorentz, Maxwell. En fait, c'est un néo-éther qui ressemble à celui de Lorentz, okay, sauf il est encore beaucoup plus complexe. Mais la base, c'est l'éther de Lorentz, que j'appelle le néo-éther lorenzien, mais il est encore beaucoup plus, pas complexe, mais beaucoup plus sophistiqué. Hein. C'est un truc, si ce n'est pas incroyable, mais il est vraiment incroyable. Hein. Il est extrêmement, ça dépasse ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui en science. Donc si je lâche ces galaxies-là, elles vont tomber, puisque c'est la gravité, et les galaxies, elles tombent. Hein. Donc même si je change la caméra, les galaxies, hein, les petites galaxies, elles tombent, hein, puisqu'il n'y a rien, en fait. Il faut comprendre, il y a de l'air. Hein. Mais les galaxies, elles tombent, elles ne restent pas sur place. Les galaxies, elles partent un peu dans tous les sens. Or, si je mets les galaxies, je vais les mettre dans un milieu, dans un liquide, dans ce récipient-là, avec de l'eau. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les galaxies ici, elles flottent. Hein.
les galaxies, elles flottent, il y a de l'eau, et les galaxies, elles ne partent pas dans tous les sens, dans toutes les directions. Ok? Elles flottent sur l'eau. Donc, il faut comprendre ici que ce milieu, donc l'éther, c'est un petit peu comme un liquide. C'est un milieu comme un cristal, comme une gélatine. Il y a le néo-éther, il a une élasticité, hein, c'est le facteur K que j'ai mis ici, et une rigidité. Il arrive à un moment où ce liquide il devient comme un cristal, hein, comme un diamant très très dur, il atteint sa rigidité maximale, et à d'autres moments, il devient comme de l'eau, comme un liquide, comme un élastique. Et donc, on voit ici, dans cet exemple-là, que l'éther, ce liquide-là, il maintient les galaxies en flottement. Et c'est exactement ce qu'on constate avec les photos prises par les télescopes et les observatoires. On constate que les galaxies, elles ne partent pas dans toutes les directions, en bas, mais elles flottent dans ce milieu-là. Et c'est ce milieu-là que les astrophysiciens l'appellent la matière noire, que moi j'ai identifié avec l'éther. Donc scientifiquement, calcul à l'appui, etc., on y reviendra, scientifiquement, on voit que les galaxies, il y a quelque chose, il y a un liquide, une espèce de matière qui les maintient. Qui les maintient dans leur rotation galactique, qui maintient les courbes de rotation et qui les maintient dans leur forme, parce que vous avez différentes sortes de galaxies, différents types de galaxies, des amas, des clusters, et tout ceci, toutes ces formations, toutes ces formes géométriques, elles restent, elles ne se dispersent pas, elles sont bien encadrées par cette matière noire, par le néo-éther, par l'énergie de l'éther. Donc on verra plus tard dans les chapitres, dans les vidéos concernant la gravité, vous allez voir, c'est la vidéo concernant la gravité, c'est vraiment exceptionnel. Vous allez voir, c'est quelque chose de vraiment époustouflant. Elle est magnifique. C'est assez intuitif. Ça explique tout le reste. Donc, on comprend ici, vous n'avez pas besoin de chercher plus loin à ce stade-là. Là, c'est logique. C'est logique. C'est logique qu'il y a un milieu qui maintient les galaxies, les étoiles, les planètes, tout notre système solaire, tout notre univers. Il y a une matière qui maintient ceci en place, qu'il gère cette matière pour que la matière visible ne parte pas dans tous les sens, pour que la matière visible, les atomes, etc., l'univers visible, ce qu'on nous on voit, ne part pas, ne devient pas chaotique, elle part dans tous les sens des collisions. S'il n'y aurait pas cette matière noire identifiée par les astrophysiciens, en l'occurrence il s'agit du néo-éther, s'il n'y aurait pas cette matière-là, eh bien il n'y aurait que des collisions, un univers complètement chaotique, et au bout d'un moment, il n'y aurait pas d'univers du tout. Voilà, simple à ce stade-là. Il y a encore autre chose
ok, à part ceci. Alors, si, comme on a dit, cette matière-là, c'est une matière comme de la gélatine transparente, elle a des propriétés, elle devient cristal, elle devient dure comme un cristal, elle devient parfois élastique, elle s'étire, ok, comme un élastique, il s'étire, un élastique transparent. Parfois, cette matière, l'éther, il devient gazeux, la densité, elle se raréfie. Et là, je prends, pour comprendre un peu plus ce éther, je prends un verre, donc ici vous avez un verre de matière, un verre transparent, et tout au fond, j'ai collé une galaxie, ici, là, une galaxie et une étoile. Le galaxie et l'étoile que j'ai collé ici se trouvent dans le fond du verre. Et quand je passe ici, le verre devant les galaxies, eh bien, vous voyez, l'image derrière le verre, elle se distorte, elle se déforme. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, on l'appelle l'effet lentille gravitationnel. Donc écoutez, Françoise Combe, elle a déjà fait des dizaines, des centaines de vidéos, de conférences sur l'effet lentille gravitationnel. Je vous ai dit qu'on pouvait cartographier la matière noire, comme le géomètre de Vermeer ici. On va essayer de faire une cartographie, bien qu'on ne la voit pas. Alors comment on le fait? Par ces lentilles gravitationnelles. Vous voyez un bel exemple de déformation. Ici, il s'agit d'un amas de galaxies. Alors, ce que vous voyez en jaune ici sont les galaxies de l'amas, qui est d'avant-plan. Et puis derrière l'amas, assez loin derrière l'amas, vous avez des petites galaxies qui sont déformées. Alors on voit des arcs gravitationnels ici. Tous ces arcs sont les galaxies de fond dont les rayons lumineux ont été déviés. Vous pouvez imaginer que vous mettez une loupe ou bien une lentille optique et vous avez ce même problème. Un tesson de bouteille derrière un paysage va vous déformer le paysage. Vous avez des choses bizarres qui se forment. Et là, c'est le cas. Mais on va pouvoir même l'étendre, ce phénomène-là, à un régime faible. Là, pour l'instant, lorsqu'on a des arcs gravitationnels, c'est vraiment une déformation très forte parce qu'il y a un amas de galaxies devant. Mais ce qu'on sait faire aujourd'hui, c'est regarder des millions de galaxies derrière et puis regarder quelle est la déformation très très faible, un peu comme de la limaille de fer qui s'oriente dans les champs magnétiques, si vous voulez. On a ici une mire, enfin des galaxies de fond, et puis on regarde comment elles se déforment autour. Ici, c'est une lentille faible. Alors, on a besoin d'un grand nombre de galaxies parce que les galaxies ne sont pas des points, ce sont parfois des choses qui sont un peu allongées, comme les galaxies vues par la tranche, les galaxies spirales. Et donc, il faut que, en moyenne, statistiquement, toutes ces formes intrinsèques de galaxies qui vont nous tromper. Donc là, il nous faut quelques millions de galaxies et regarder les déformations très petites de ces galaxies. Et ça, c'est ce qu'on sait faire maintenant. Et donc, on a des résultats de ce type-là. On appelle ça cisaillement gravitationnel. C'est une déformation qui ressemble à un cisaillement. Alors, ce que vous voyez ici en rouge, il s'agit de la cartographie du gaz très chaud qui domine la matière baryonique dans les amas de galaxies. Dans les amas de galaxies, vous avez beaucoup d'interactions. Cette matière noire, on ne la voit pas, puisque c'est pour ça qu'on l'appelle noire, mais on la détecte tout de même, comme vous le voyez sur cette image, très belle image d'un amas de galaxies. Vous voyez des lentilles gravitationnelles, vous voyez des arcs. Ça, c'est le premier arc qui a été découvert justement par les gens de Toulouse, Geneviève Soukail, Bernard Faure et Yannick Mélier. Ils n'avaient pas encore le Hubble Space Telescope, donc ils avaient vu cet arc-là qui est assez épais. Les autres sont plus fins, ils nécessitaient un télescope spatial, mais là, ils l'avaient découvert en 1987. Zwicky, il n'avait pas vu qu'une grande partie était ailleurs. Enfin, il fallait avoir l'œil en rayons X. Donc aujourd'hui, on cartographie la matière noire avec des lentilles gravitationnelles. Ici, vous avez un amas de galaxies et vous voyez plein de petits arcs. Alors ces petits arcs, c'est la lumière émise par des galaxies de fond. Ces galaxies de fond émettent des photons vers nous
et ces photons sont déviés par la masse de ces galaxies, et à chaque fois, c'est un petit peu comme de l'optique, vous avez un tesson de bouteille, et puis vous regardez votre paysage dans le tesson de bouteille, mais vous avez quelque chose qui est déformé en forme d'arc ici, et donc c'est ça, et donc tout ça, on en a des lentilles, des arcs forts, hein, un peu comme ça, on a des arcs forts, mais toutes les autres petites galaxies derrière sont aussi déformées, on les voit moins parce que c'est pas en forme d'arc, mais on est déformé énormément, comme ce petit schéma le montre. Vous avez des galaxies de fond, vous avez un amas de galaxies là, vers la ligne de visée qui est ici. Et ici, on voit tous les arcs, toutes les petites galaxies sont orientées selon la déviation, un petit peu comme vous mettez de la limaille de fer pour cartographier le champ magnétique. Et ici, toutes les petites déformations des millions de galaxies vous donnent le champ gravitationnel de la matière noire, en fait, total, mais essentiellement la matière noire. Hein. Ici, on voit les petites galaxies en bleu. Ce sont les galaxies qui vont traverser les filaments cosmiques et arriver à nous déformés. Donc c'est avec ça qu'on fait des cartographies de matière invisible. Donc on les voit, on fait des cartographies quand même. Alors j'en viens maintenant à cette découverte de l'énergie sombre en 1998. Termes de matière noire et d'énergie noire, s'il vous plaît. Alors la matière noire, elle n'est pas vraiment noire. On l'appelle noire parce qu'elle n'interagit pas avec la lumière. Elle est transparente. Donc elle est transparente. Mais on s'en aperçoit parce que la gravité a des effets sur les mouvements des étoiles. Par exemple, dans les galaxies, toutes les étoiles, le gaz tourne autour du centre. Évidemment, si la force centrifuge doit égaler une certaine masse d'attraction, eh bien on voit qu'il y a énormément de matière dans la galaxie qu'on ne voit pas. Donc c'est de la matière invisible en fait, la matière manquante, et on sait qu'en effet, il doit y avoir 5% de matière ordinaire et puis 25% de matière manquante. Par contre, l'énergie noire, c'est quelque chose qu'on a appris plus récemment, en 1998. On s'est aperçu que cette expansion de l'univers, qu'on pensait complètement décélérée à cause de la gravité, il n'y avait que des forces attractives jusqu'à l'époque à l'aube du XXIe siècle. Et donc, on s'est dit, il doit y avoir une décélération de l'expansion, et on était resté là pendant tout le XXe siècle. Et puis, tout d'un coup, on a eu d'autres indicateurs de distance plus précis, plus lumineux, qui sont des supernovae. Et on s'est aperçu qu'elles étaient beaucoup plus loin que prévu avec la loi d'expansion de Hubble, que l'on suivait depuis un siècle. Et donc, il a fallu se rendre à l'évidence. Il y a quelque chose d'autre qui a un effet répulsif. Pas du tout. Donc, c'est pas une masse. C'est une énergie qui a une pression négative par rapport à sa densité d'énergie. Là, maintenant, on a observé de toute la gamme des longueurs d'onde. Donc, on est tranquille. On sait qu'il reste encore de la matière qui est invisible. Il en reste un facteur 5. C'est-à-dire qu'il y a 5 fois plus de matière invisible que visible. Alors, comment on peut la cartographier? Eh bien, on a ce genre de déviation des rayons lumineux par la matière elle-même. Ça, c'est joyeux. La matière, elle est par exemple faite d'amas de galaxies. Comme vous avez les galaxies jaunes devant, là, c'est beaucoup de matière. Et puis, vous avez des galaxies de fond. Les galaxies de fond vont envoyer des rayons lumineux qui vont être déviés un petit peu comme une loupe qui va dévier les rayons lumineux. C'est une lentille optique. Vous avez des rayons lumineux qui sont déviés par la loupe. Et vous avez une déformation du paysage à l'extérieur. Vous mettez une loupe devant un paysage, vous avez le paysage déformé. Et là, l'amas très massif fait le rôle de loupe parce qu'elle dévie les rayons lumineux. Et donc, ce que vous voyez, c'est des arcs, ici orange, bleu, etc., qui sont les rayons lumineux des galaxies de fond qui ont été déformés. Donc, cette galaxie est déformée ici, mais toutes les autres galaxies derrière sont déformées aussi. Donc vous avez une déformation telle que vous pouvez en déduire toute la masse invisible. Donc en quelque sorte, ce qu'on appelle masse invisible, c'est qu'on n'a pas moyen de le voir. Mais quand on a la gravité qui dévie les rayons lumineux, on voit la matière invisible. C'est un peu partout pareil. D'ailleurs, dans le Soleil, vous voyez que la surface, mais toute la matière à l'intérieur, vous ne la voyez pas, mais vous en déduisez la masse qu'il y a par la masse du Soleil, c'est-à-dire la vitesse que vous avez autour des planètes. Donc c'est toujours par la gravité que vous pouvez déduire la masse d'un corps. Hein. Vous ne pouvez pas la voir entièrement. Donc là, c'est ça qui nous permet de faire des cartographies. Donc regardez bien, donc, à cause de ce éther transparent, hein, ce n'est pas invisible, parce qu'invisible, ce n'est pas visible du tout. Hein. Faut bien comprendre le bon terme, l'éther, il est transparent.
il n'interagit pas avec la lumière, il n'interagit pas avec l'électromagnétisme, hein. Donc, il interagit uniquement avec la gravité. En fait, on va voir comment il interagit avec la gravité et tout ça, puisque les 4 forces, la force forte, faible, l'électromagnétisme et la gravité, ce sont uniquement, hein, les 4 forces, ce sont uniquement des forces apparentes. Hein, c'est des forces apparentes. On va y revenir à ça. Il faut bien comprendre. C'est une apparence, c'est une illusion. Je vais y revenir à ça, mais il faut bien comprendre cela. Donc la gravité, hein, ce qu'on voit, les 2 corps ou toutes les corps, les galaxies, la gravité newtonienne, les forces faibles et fortes et l'électromagnétisme de Maxwell, ce sont tout simplement des illusions optiques. Hein. C'est des forces apparentes. Derrière le verre, que les galaxies, elles sont déformées. Et ceci est à cause de la matière de l'éther transparent. Ici, en l'occurrence, cette déformation est à cause du verre, de la réfraction du verre, et cette distorsion, dans le cas ici, est causée par le verre, parce que voilà, le verre elle est transparente, mais elle a une densité de réfraction, et du coup derrière ça nous fait cette déformation, ça nous donne cette déformation des galaxies imprimées, hein. Donc il y a un premier plan, la galaxie ici, avec l'étoile, qui n'est pas déformée, puisque elle se trouve tout près de l'observateur, et derrière cette matière transparente, l'éther, les galaxies, elles sont déformées à cause de la densité de l'éther. Alors la question que vous allez poser immédiatement, c'est que pourquoi nous, ici, on ne voit pas cette déformation, par exemple, d'ici, hein, depuis un endroit jusqu'à 30-40 km, on ne voit pas la déformation de l'éther. Pourquoi on ne voit pas une déformation entre nous et la Lune ou entre nous et le Soleil? Pourquoi pas il n'y a pas de déformation l'antigravitationnelle, hein, puisque je dis dans la théorie que l'éther il remplit tout ce qu'on appelle, hein, le vide, parce qu'il n'y a pas de vide, le vide n'existe pas. L'éther, il se trouve, ce matière liquide, gélatineux, gazeux et élastique, se trouve partout. Il remplit tout l'univers. Et l'éther, il donne aussi naissance il a donné naissance et il donne naissance à la matière visible, aux atomes. On y reviendra, hein. J'explique de manière globale et générale la chose. Et donc, l'éther, il remplit l'espace entre les galaxies et les amas. Il est à l'extérieur des galaxies, il est à l'intérieur des galaxies. Maintenant, on descend au niveau à notre échelle système solaire ou même échelle humaine. Il est entre les étoiles, il est dans le système solaire, il maintient la Terre, il maintient la Lune, toutes les planètes qui gravitent autour du Soleil, il maintient le Soleil. Hein. S'il n'y avait pas d'éther, le Soleil, il allait partir à droite ou à gauche. Hein. Ça serait quelque chose déjà fait. Hein. Le fait que le Soleil il reste là où il est, qu'on observe tous les jours, hein, comme ça, le Soleil il est sur place et les autres étoiles ils tournent tranquillement tout autour du Soleil, c'est grâce à l'éther
C'est grâce à ce éther que les galaxies et les étoiles ne tombent pas. Et donc, il est transparent, il remplit tout cet espace-là, et il remplit maintenant, on descend au niveau moléculaire, atomique et subatomique, il remplit aussi les espaces entre les molécules. C'est ce liquide, cette matière-là qui maintient les molécules attachées entre elles. L'éther, il maintient aussi les électrons et le noyau attachés entre elles, hein. Donc la force forte. Il remplit l'espace autour de l'atome, à l'intérieur de l'atome, à l'intérieur du noyau de l'atome, entre protons et neutrons, et aussi à l'intérieur du noyau, à l'intérieur des quarks. L'éther, il remplit l'espace entre les quarks, il maintient les quarks reliés entre eux, et l'éther, il donne naissance aux particules élémentaires. Et donc tout ceci, ce éther-là, il est fractal. Hein, voilà, pour vous donner une idée de quoi ça ressemble, un éther à cette échelle. L'éther à cette échelle-là, il ressemble à des fractales, et la particule élémentaire, le quark, c'est un fractal de l'éther. Donc, faut comprendre, c'est un petit peu, l'éther, c'est comme de l'eau, comme un océan, il remplit tout, et la particule élémentaire, c'est comme les écumes blanches. Donc, quand on voit une particule, un quark ou les leptons, c'est comme les écumes. À un moment donné, l'eau de l'océan devient l'écume, devient une écume, des petites bulles blanches. Eh bien, c'est ça le descriptif, c'est exactement ça. Le descriptif entre les particules élémentaires, les quarks et l'éther. Donc, cette particule, le quark, cette écume blanche, elle est gérée, elle navigue, elle flotte dans ce éther-là, dans ce éther transparent. Et donc ici, par exemple, nous, on voit, c'est les observations maintenant qui confirment cet effet lentilles-gravitationnel. On voit, par exemple, le amas de Abel. Vous voyez ici, on voit que les galaxies, elles sont, à cause de cet effet lentilles-gravitationnel, les galaxies derrière, en arrière-plan, elles sont complètement déformées. Il n'y a pas de galaxies de forme de serpent comme ça, des galaxies étirées. Eh bien, cet effet lentilles-gravitationnel, c'est à cause de la matière de l'éther, de la matière transparente, comme le verre ou comme le cristal, qu'il déforme l'arrière-plan. Et donc la lumière, elle arrive vers nous, vers l'observateur, elle arrive déformée. Alors, voilà ce que dit exactement François Combe et quasi tous les physiciens. C'est une observation qui n'est pas possible à rejeter. Ok ? Ce n'est pas possible à rejeter cette observation. On peut rejeter, on peut dire, voilà, on n'a pas capturé, ou on n'a pas isolé en laboratoire ou en LHC, le grand collisionneur, on n'a pas réussi jusqu'à maintenant à isoler l'éther, cette matière noire. C'est un fait
On n'a pas réussi à isoler, par exemple, comme les particules élémentaires, par exemple, comme la particule de Higgs. On n'a pas réussi, pour l'instant, à isoler cette matière noire, que moi je l'appelle l'éther. Mais l'éther, il est bien ici, il est bien observable. Vous avez des milliers et des milliers de galaxies qui sont des photos, des observations, où on voit que l'éther, en fait, cette matière transparente, elle déforme les galaxies, elle déforme visuellement tout. Donc ça, on ne peut pas nier. On ne peut pas nier cette observation-là, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien. Tel que dit Jean-Marc Bonnet-Bidot et Jean-Pierre Petit, ce n'est pas possible de nier cette observation-là. Voilà, c'est de la physique. À la question pourquoi on ne le voit pas, ce éther, cet effet de déformation de la masse de l'éther, cette déformation de la gélatine, pourquoi on ne le voit pas à notre échelle, à échelle humaine, à échelle de notre système solaire, pourquoi on ne voit pas une déformation entre la Terre et la Lune, ou entre la Terre et Mercure ou Saturne, pourquoi on ne le voit pas à cette échelle-là? Ou même à l'échelle microscopique, quand on observe au microscope, on ne voit pas de déformation de l'éther, cette densité. Pourquoi on ne le voit pas? Alors, il faut s'imaginer, par exemple, ici, dans cet exemple, avec le verre et les galaxies imprimées derrière, le verre, il a une densité, on a une densité, c'est le silice, bien entendu, on a la densité du verre, du cristal, et puis cette densité, donc ici, il y a une étoile et une galaxie. On peut imaginer que ce petit étoile, c'est notre Soleil, et nous sommes là, ou bref, ou ici, c'est la Terre. Bref, on est à une distance proche de notre système solaire, on est à une distance très proche. L'éther, il est bien rigide ici, la densité, elle est bien rigide. La densité, on voit très bien, même si la matière, ici on a le verre et derrière c'est de l'air, il y a de l'air. On voit très bien, et la densité du verre, on passe d'une densité du verre, on passe à une densité de l'air derrière. Il faut, le truc est que ici, il faut changer de distance, il faut changer de point de vue, il faut changer d'emplacement. Et à partir du moment où on change d'emplacement, c'est-à-dire ici, on est loin, la caméra, elle est loin, elle est très loin du verre. Et à partir d'une certaine distance, on peut voir la densité du verre. Et du coup, ça donne une déformation en arrière-plan. OK? Donc, nous, il faut s'imaginer, dans un cas, par exemple, nous, on est en arrière-plan, les galaxies imprimées derrière qui flottent, et devant nous, on a un amas de galaxies, où l'éther, il entoure la matière visible, parce que la densité de l'éther augmente là où il y a de la matière visible. Plus il y a de matière visible, c'est-à-dire des galaxies, des étoiles, des amas, etc., plus il y a de matière visible, plus il y a de l'éther, plus la densité de l'éther augmente, et plus la densité de l'éther augmente, la rigidité aussi de l'éther augmente. Donc ici, il faut considérer le fond du verre, il faut considérer que la rigidité de l'éther est au maximum,
Et à une distance très proche, à une distance comme cette étoile et la galaxie, pour comprendre un petit peu l'illustration, à cette distance-là, la densité du verre, du cristal, elle est maximale, elle est beaucoup plus dense, plus rigide que l'air de rien. Et donc, faut s'éloigner, faut prendre beaucoup de recul, une distance assez élevée, en termes maintenant de galaxie, assez élevée, pour voir cet effet, pour voir la masse de l'éther qui est rigide, qui est dense ici, et qui crée cet effet de l'antigravitationnel. Donc encore une fois, faut bien comprendre cela. Cet effet l'antigravitationnel est causé par la densité de l'éther, la densité de la gélatine, entre guillemets, de l'éther, de la densité de l'éther. Physiquement, concrètement, comment ça se passe? Je fais l'introduction d'une cinquième force. Une cinquième force, c'est, à part les 4 forces apparentes, faibles, fortes, électromagnétiques et la gravité, cette cinquième force, c'est l'interaction scalaire du champ de l'éther du champ de l'éther phi avec la matière. C'est-à-dire, comme vous pouvez le voir ici dans l'image à cet écran-là, à l'écran ici. Donc ici, vous avez la particule, l'atome, pardon, pas la particule, l'atome. Ok, ça c'est l'atome. Et comme ici, il faut imaginer aussi ce visuel de l'atome, c'est exactement aussi, à peu près, mais il faut comprendre le principe, c'est à peu près le même principe pour les quarks, pour les composantes de l'atome, les composantes subatomiques de l'atome, c'est à peu près la même représentation. Donc la présentation de l'atome, des électrons et des protons, le noyau, comme des billes, c'est une interprétation complètement incomplète ou erronée, comme vous voulez, mais ce n'est pas une interprétation correcte. L'interprétation, la meilleure interprétation physique et correcte et visuelle, ce serait celui-là, comme une fractale. Donc ici, on peut voir l'atome comme une fractale. Et ici, là, il y a la frontière entre l'atome et le champ phi, l'éther. Le champ phi, ici, mathématiquement et physiquement, l'éther. Et donc, c'est cette cinquième force, c'est cette interaction scalaire que j'appelle la cinquième force. Donc, cette force, elle va interagir localement, et elle a aussi une portée cosmologique, une portée 10 puissance 26 mètres. Donc, elle a une portée à toute la taille de l'univers, tout au long et au large. Donc, c'est le champ de l'éther, et qu'il est lié à la masse de l'éther, à la masse phi de l'éthérius, qui est à 10-33 électrovolts. Et cette force-là, elle reste indétectable localement. Ok, donc on a une cinquième force, et cette force, elle est masquée, elle est invisible localement. C'est là où intervient le mécanisme de Weinstein. Ce mécanisme, il masque localement la cinquième force, l'interaction scalaire du champ avec la matière. Et donc le principe physique est que dans des régions de haute densité locale, par exemple à des régions Terre, Soleil, planétaire, système solaire ou laboratoire, ou
à l'échelle terrestre, planétaire. Le gradient, il est élevé. Le terme non linéaire, il augmente énormément l'énergie cinétique. Et le champ phi, l'éther, il se fige à la valeur du vide, de l'énergie du vide du champ. Hein. Donc la cinquième force, elle est pas supprimée, elle est masquée. Hein. On va pas dire, elle ne peut pas être supprimée, elle est masquée. Hein. Mais on a l'impression que cette force, elle est masquée. Et dans des régions faibles de densité, c'est-à-dire, par exemple, le fond diffus cosmologique ou les vides intergalactiques, le gradient, le champ, là, il est beaucoup moins faible en termes de densité et de pression. Et le terme non linéaire, à ce moment-là, il est négligeable. Hein. La dynamique du champ, comment elle apparaît. Cela contribue à cette accélération cosmique comme une quintessence, hein, comme une cinquième force. C'est un auto-screening qui est dépendante de la densité de la courbature locale, hein, de l'éther. Hein. Il est dépendant uniquement de la densité et de la pression de l'éther. Hein. Il ne dépend pas de la distance. Et mécaniquement, mais il devient visible à partir des grandes distances. Hein. Donc mécaniquement, il ne dépend pas de la distance, mais il devient visible à très grande distance. Donc, le screening n'a pas de rayon sharp, hein, comme dans certains modèles, mais il dépend uniquement de la densité de la matière. C'est-à-dire, plus il y a de la matière visible, plus il y a de l'éther qu'il va gérer, modeler la matière visible. Donc, il est actif. Hein, le masquage, il devient visible, actif, dans les régions denses du système solaire, dans les halos galactiques, et donc, il a une raideur locale maximale, et il devient inactif. Hein, le masquage, il commence à diminuer, on commence à voir cette cinquième force à des échelles cosmologiques de grande distance et de densité faible, hein, par exemple à 10-29 grammes par centimètre cube, c'est-à-dire typiquement au-delà des structures locales des galaxies amas, hein, dans les distances intergalactiques et cosmologiques, c'est-à-dire à peu près 10-100 mégaparsecs, hein, qui correspondent à un Z-shift 1 à 3. Donc le mécanisme, il devient inactif à partir des échelles où la densité locale chute au niveau cosmologique approximativement 10-100 mégaparsecs, et il est observé via la dynamique d'expansion à haute redshift, hein, à partir de 3 redshift. Donc localement, au système solaire, 10 puissance 13 à 10 puissance 14 mètres, hein, donc à très très haute, donc à des très grandes distances, il est complètement actif et masqué. Hein. Donc le mécanisme, il va masquer à cette distance-là 10 puissance 13 et 10 puissance 14 mètres. Hein. À cette distance-là, le mécanisme de Weinstein, il masque complètement la cinquième force. Donc, quand Jean-Pierre Petit et Bidault, ils disent on ne le voit pas, il est fantomatique, il n'existe pas, je suis désolé, hein, parce que par exemple Jean-Pierre Petit, il dit
ça n'existe pas, c'est faux, c'est complètement faux. Je dirais c'est même mensonger, parce que là, on voit toutes les lentilles gravitationnelles. On a des centaines de photos de l'effet lentille gravitationnelle, et là, on voit très bien qu'il y a une matière transparente, non pas invisible. Je dis bien les termes transparente, parce qu'invisible, quand vous dites quelque chose, elle est invisible, là, c'est la porte ouverte à toute spéculation. Donc, ce n'est pas invisible, mais elle est transparente. On voit, c'est comme une gélatine, comme un cristal. Et quand Jean-Pierre Petit, il dit elle n'existe pas, je suis désolé, vous prenez, faut prendre Wikipédia ou l'Internet, il faut regarder toutes les photos de lentilles gravitationnelles, ou il faut regarder par exemple les conférences de Françoise Combe, où elle présente les lentilles gravitationnelles, où elle présente aussi comment on les mesure, ces lentilles gravitationnelles. On mesure, parce qu'on mesure, on mesure la masse des lentilles gravitationnelles, on mesure la lentille, on mesure la masse de l'éther, pardon, et on mesure aussi très bien la masse de l'éther ou de la matière noire autour des galaxies. Donc, dire que cette matière noire, selon les cosmologues, les astrophysiciens, dire que la matière noire n'existe pas, moi je dis que je lui donne un nom, un néo-éther, c'est faux, ce n'est pas scientifique, c'est complètement incorrect, limite mensonger, dire que cette matière noire n'existe pas, parce qu'on voit l'effet lentille gravitationnelle. On comprend aussi pourquoi les galaxies, elles ne partent pas à droite, à gauche, ne tombent pas, elles ne partent pas dans toutes les directions, elles ne se déchirent pas. On voit que les galaxies, elles flottent. C'est comme si elles flottent dans un milieu. Donc ce milieu, ce n'est pas vide. Ce milieu, il est rempli d'éther, ce n'est pas absolument pas un vide. Il est rempli, le vide n'existe pas. Donc, parce que aujourd'hui, on dit dans la mécanique quantique, vide. L'espace entre un électron et le noyau, c'est vide. L'espace entre les molécules, c'est vide. Après, puisqu'ils ont compris qu'il y a un problème avec le mot vide, ils rajoutent le mot vide quantique. Vide quantique ou vide, ça ne veut rien dire. Puis ils disent, voilà, ce n'est pas vide, mais il y a des fluctuations d'énergie. Là, bien entendu, ils n'ont rien dit toujours. Il n'y a rien qui est expliqué ici. Parce que vide quantique, c'est un mot non sensé. Ça n'a aucun sens, ce mot. Vide quantique. C'est soit vide, soit plein. Ou rempli un petit peu. Mais vide, c'est un vide. Le vide, c'est zéro, où il n'y a rien, il n'y a pas de matière, il n'y a pas d'énergie. Un vide, c'est zéro. C'est un vide. Ou peut-être il faut redéfinir le mot vide. Donc, un vide, c'est un vide où il n'y a rien, c'est zéro, pas de matière, pas d'énergie, pas de masse, rien. Pas de matière invisible ou pas de matière visible, aucune particule, rien. Donc, vide quantique, c'est un mot insensé, ça ne veut rien dire. Et donc, ce vide, il est rempli de cette matière-là, du néo-éther, et cette matière-là, elle va gérer, après je vais me présenter dans les vidéos suivantes, comment cette matière, le néo-éther, je n'ai pas trouvé d'autre mot, donc j'ai pris l'enseignement qu'il existe depuis 2000 ans, l'éther, depuis Aristote,
sauf je l'ai rajouté néo-éther. Et donc ce néo-éther, il va gérer, il va aménager, il va gérer toute la gravité et les trois autres forces qui sont apparentes. Si vous avez le cluster de Pandora, Abel, on y reviendra, où la poussière, c'est une collision entre deux galaxies, et puis les deux galaxies, elles ont traversé l'un et l'autre, sauf dans ces galaxies, il y avait de la poussière, et puis cette poussière, puisqu'il y a de l'éther, cette poussière, elle n'a pas traversé avec les galaxies. Cette poussière est restée coincée. Je vous invite à regarder cette vidéo. Action électromagnétique entre les particules de matière noire, ce qui fait que la seule chose qui la freine, c'est en fait la loi de la gravitation. Donc les particules de matière noire passent à côté les unes des autres et elles sont freinées par leur propre masse. Et donc après, à la collision, elles se retrouvent exactement au même endroit que les galaxies, interchangées par rapport à leur position du début. Et donc là, si maintenant on regarde la distribution de matière dans ce cas-là, eh bien, on va avoir au milieu seulement 18%, parce que maintenant le gaz, c'est une petite minorité de la quantité totale de matière qu'on a dans les amas. Et puis sur les bords, la somme des galaxies plus de la matière noire, ça fait 82%, donc 41% à peu près de chaque côté. Donc vous voyez que les deux scénarios sont complètement différents. Donc si on peut mesurer la distribution de matière, on va savoir lequel est correct. Alors, la distribution du gaz, on peut le voir, ce gaz émet de la lumière, les galaxies, on les voit, mais bien sûr, la matière noire, on ne la voit pas. Et c'est là que le lentillage gravitationnel intervient. Parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est de regarder des galaxies qui sont situées derrière ces deux amas. La lumière émise par ces galaxies est déformée par la masse des deux amas. Et donc, les galaxies, elles vont être allongées par ce lentillage gravitationnel. Et on se pose la question, où est-ce que les galaxies sont le plus déformées? Est-ce qu'elles sont le plus déformées vers le centre ou est-ce qu'elles sont le plus déformées vers les côtés? Et ce qu'on observe, c'est qu'elles sont le plus déformées dans les bords. Ce qui veut dire qu'il y a la majorité de la matière qui est dans les bords et seulement une minorité au milieu. Et donc ces observations sélectionnent de manière unique ce scénario où on a de la matière noire. Et cette fois-ci, on ne peut pas expliquer ces observations en changeant la loi de la gravitation. Parce que si on a une gravitation plus forte, on va changer les déviations de la lumière, bien sûr, elle va être plus grande, mais elle va être plus grande partout. On ne peut pas interchanger les distributions de masse. On ne peut pas avoir l'impression qu'il y a plus de masse là où il y en a moins et moins là où il y en a plus. Et donc le seul scénario possible pour expliquer ce bullet cluster, c'est vraiment la présence de matière noire. Donc ici, je voulais vous montrer quand même cette image du bullet cluster. Donc vous voyez en rouge le gaz qui a été observé directement. Vous voyez aussi les galaxies de chaque côté. Et puis en bleu, c'est la matière noire qui a été reconstruite à partir du lentillage gravitationnel. Donc je trouve cette image quand même assez magnifique. Et c'est vraiment une image qui est extrêmement importante pour les scientifiques. Là, donc la poussière est restée coincée dans la matière, dans l'éther. Elle n'est pas partie avec les galaxies. Quand les deux galaxies elles ont traversé l'un et l'autre, cette matière-là, elle est restée coincée. Donc là, on a compris que ici, il y a de l'éther, de la matière noire, de la matière transparente. Donc nous arrivons ici maintenant au modèle standard de la physique des particules. On a ici les 17 particules élémentaires et bien en tout environ 61 particules élémentaires connues. Donc les quarks, les leptons, les gluons, photons, etc., les bosons. Et toutes ces particules, à partir de ce modèle standard de particules, élémentaire a été construite toute la physique et la chimie que nous connaissons. Donc ce modèle de standard, nous avons ici la représentation selon le modèle de Bohr, de Niels Bohr, le modèle de Copenhague.
Eh bien, on a l'électron, classiquement, l'électron qui tourne autour d'un noyau. C'est le modèle de Bohr. C'est le même modèle qui existe, qui subsiste encore aujourd'hui à 90%. Aujourd'hui, c'est le même modèle, celle de Bohr, sauf il y a une légère différence, c'est qu'au lieu de voir l'atome avec des électrons orbitaux qui tournent autour du noyau, comme un système solaire, il y a une différence, c'est que maintenant l'électron il n'est pas vu comme un corps qu'il tourne autour, mais comme un nuage de probabilité, qu'il est soit là, par-ci et par-là. Mais le modèle, c'est ça. Hein. Vous avez des billes qui tournent autour des billes, ici, avec des petits cercles. Donc ça, c'est le modèle. Quand vous tapez modèle de molécules, vous allez tomber sur ce modèle-là. Voilà, l'atome de beryllium, du cuivre, du fer, du sodium, ainsi de suite. Donc vous avez ce modèle-là, des électrons qui tournent autour d'un noyau, des petits billes. Et le problème, c'est qu'autour, entre entre les électrons eux-mêmes et électrons et noyau, il n'y a rien. C'est un vide quantique. Bon, je vous ai parlé déjà de ce vide, parce que le vide n'existe pas. Il n'y a pas de vide. Tout est rempli. Visuellement, 99,99% de l'univers, 99,999999 de l'univers, il est vide. C'est bien visuellement qu'il est vide. Mais ce vide, ce n'est pas un vide, mais c'est l'éther qui remplit ce vide. C'est l'éther qu'il va gérer, qui va créer l'atome, un atome fractal, et qui va lui donner une forme visuelle. Ce que nous allons voir visuellement, c'est juste de l'éther, mais dans une autre forme. Bien entendu, il y a une autre couche qui sera rajoutée à l'atome, à la matière visible. Cette couche, ça s'appelle la conscience. On y reviendra plus tard. Donc ce modèle-là, cette présentation des atomes aujourd'hui, c'est une présentation apparente. Ce n'est pas une présentation telle qu'elles doivent être les molécules et les atomes, puisqu'il manque la matière qui relie ces atomes. Il manque cette matière, l'éther. Et le problème aujourd'hui, pourquoi on n'arrive pas à relier la relativité générale avec la mécanique quantique, c'est que tout, en fait, il doit être résolu au niveau quantique. Le problème est que la mécanique quantique, ce n'est pas qu'elle est fausse, comme je vous ai dit. Ce n'est pas qu'elle est fausse, qu'elle est incorrecte. Le problème, c'est qu'elle est incomplète. Comme la relativité générale, toutes les deux, elles sont incomplètes. Elles sont incomplètes et la solution viendrait de la mécanique quantique. Parce que la mécanique, pour vous donner une analogie, c'est comme si vous avez un arbre et vous avez un oiseau. Eh bien, la mécanique quantique, elle voit l'oiseau qui va vers l'arbre, qui va prendre un fruit et qui part. Et la mécanique quantique ne voit pas, elle n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'ils font ces deux-là. L'arbre et l'oiseau, quelle est la relation? Oui, très bien, on comprend. L'oiseau, il se nourrit avec les fruits de l'arbre. Mais l'arbre, elle se nourrit de quoi? Comment ça fonctionne, cette relation, cette corrélation entre l'arbre et l'oiseau?
Et donc, le problème, c'est que la mécanique quantique, elle a supprimé le sol. Hein. Elle a supprimé ou elle a ignoré, peu importe, le sol, le milieu. Donc, l'oiseau, il se nourrit du fruit, il va éjecter les graines du fruit. Le graine, elle tombe dans un milieu, hein, sur le sol. Ensuite, cette graine, elle va pousser, elle va former un arbre. Hein. Et donc, cet arbre, elle va grandir. Hein. La graine, elle deviendra un petit arbre qui grandira, elle produira des fruits. Et ces fruits vont nourrir l'oiseau. Donc, on a ici un cycle, hein, on a un cycle, une boucle. Et le problème, c'est que une fois qu'on n'a pas vu le sol, hein, que le sol il est transparent, c'est-à-dire l'éther, hein, c'est ça le sol, il est transparent, et ben ce sol-là, il est invisible, hein, il était invisible jusqu'à maintenant, sauf avec les calculs de Zwicky, dans les années 33, Fred Zwicky, c'est lui qui l'a compris, qu'il a commencé à faire les calculs, il y a un truc qui cloche, hein, les galaxies devraient partir dans tous les sens, elles devraient se disloquer, et c'est lui qui a commencé à faire les calculs. Et donc ce sol transparent, l'éther, c'est lui qui va réguler l'arbre et l'oiseau. Hein. Vous voyez un petit peu l'analogie? Eh bien, la mécanique quantique, elle ne voit pas le sol. Et du coup, elle ne comprend pas ce qui se passe entre l'arbre et l'oiseau. Hein. Et la relativité générale lui dit, bah, attends, moi, je peux rien faire. Hein. Moi, voilà, moi, c'est l'espace-temps, la tension, le tenseur espace-temps. Moi, je peux rien faire ici. Moi, je gère les grandes galaxies, etc. C'est à la mécanique quantique de résoudre ce problème-là. Et donc, c'est pour cette raison que la solution, hein, la résolution de l'unification entre la mécanique quantique et la relativité viendrait de la mécanique quantique elle-même, hein, et non pas de la relativité générale. Du coup, ça nous donne le schéma de la compréhension. Hein. Ça nous donne ce schéma-là que les modèles cosmologiques, la résolution des modèles cosmologiques doit venir d'un modèle quantique. Hein. Une fois que la solution vient et résolue, les quatre forces sont unifiées au niveau quantique, eh bien, le modèle cosmologique, il émerge tout seul, hein. Il émergera tout seul et résoudra tout seul les problèmes cosmologiques. Hein. Donc, on aura immédiatement, dès que les quatre forces seront unifiées, on aura immédiatement la solution du modèle cosmologique.